De Montréal à Québec, Gatineau et Ottawa, entre autres villes du Canada, Oulimata et son époux ont réussi à se forger une bonne réputation dans la vente de poissons frais, mais également son approvisionnement à des épiceries italiennes, américaines, libanaises, marocaines et même grecques. Nous allons découvrir ensemble le document que nous avons réalisé avant de revenir percer le secret de ces deux partenaires en affaires, mais également dans la vie. Nous sommes à Montréal. Aujourd'hui c'est samedi, une journée d'achalandage à la poissonnerie de Cartierville. C'est aussi une journée d'arrivage de poissons frais pêchés artisanalement sur les côtes sénégalaises. Ousmane et Oulimata viennent tout juste d'arriver de l'aéroport Montréal-Trudeau, lieu de réception de leur cargaison de poissons, mais aussi de produits alimentaires made in Sénégal qu'ils commercialisent un peu partout au Canada. Arrivent, il faut débarquer rapidement le poisson et les autres produits. Mam Diarra et son collègue sont les assistants de nos deux entrepreneurs. Ils ont la charge de préparer les produits, de les étaler dans la vitrine par espèce. Du mérou, notre célèbre tchof, au yar, en n'oublions surtout pas les sosos, le bar africain, les sols, la dorade rose ou grise. En gros, une poissonnerie bien fournie pour satisfaire le palais d'une clientèle multiculturelle. Senkan Food commercialise aussi d'autres produits céréaliers en partenariat avec des entreprises sénégalaises comme La Belle Afrique, à travers aussi la marque maison Kazeiba. Avec Senkan Food, le Made in Sénégal est en train de conquérir l'Amérique du Nord. Alors, vous devez être fiers de vos réalisations, monsieur et madame. Oui, d'abord, alhamdulillah. Donc, on remercie Allah de nous avoir donné la force et le courage nécessaires pour mener à bien ces réalisations. Donc, sans lui, ce ne serait pas possible. Et j'aimerais te remercier, toi aussi, et ton équipe, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre entreprise, notre passion. Et puis, on est fiers, hein, on va pas se le cacher. On est fiers, mais on est plus fiers du modèle d'affaires qu'on a réussi à mettre en place. Et ce modèle qui nous permet aujourd'hui d'avoir un pont commercial entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Nord. On est fiers aussi que le poisson du Sénégal se retrouve dans plusieurs étapes à travers Montréal et qu'il soit identifié comme vraiment poisson du Sénégal. Ça veut dire que c'est une bonne qualité et ça a une bonne image, une bonne publicité. En plus de ce que vient d'expliquer Ousmane, Oulimata, je pense qu'il y a quand même d'autres combats qui se cachent derrière la création de votre société. Effectivement, tu as raison, Mariama. Nous avons voulu créer un modèle d'affaires qui va rassembler plusieurs partenaires, plusieurs personnes autour d'un projet commun. Donc, lors de notre cours à l'université, quand on avait eu le mandat de créer un modèle d'affaires, on a regardé le produit qui était le plus difficile à travailler et le plus qui pouvait nous faire démarquer en fait du reste. Donc pour nous c'était obvious, c'était clair que c'était le poisson parce que le Sénégal est un grand exportateur de poissons frais. Mais le poisson du Sénégal c'était inexistant en Amérique du Nord. Frais en tout cas, c'était pas existant, il n'y en avait pas. Donc nous c'était une opportunité pour nous. On a sauté dessus
Et puis, ça nous a permis de servir notre communauté. Quand tu parles de combat social, moi, c'est plutôt là-bas. Ça nous a permis de servir notre communauté, car cette même communauté, elle est souvent délaissée, elle est souvent pas prise au sérieux. Donc, on se retrouvait à aller acheter du poisson congelé, on ne sait depuis quand ça a été congelé, ou on allait dans les poissonneries chinoises et autres, et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, de un, et de deux, c'est pas les poissons qu'on utilise chez nous pour faire le tiep. Donc nous, la motivation première qu'on a eue, c'est le jour où on a préparé un thieboudienne au saumon, et c'était vraiment pas du tout ça, et ça finit à la poubelle malheureusement. Donc depuis lors, nous, tout le poisson qu'on consommait ici, on le faisait venir pour notre consommation personnelle. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, ça nous permet de partager cela avec tous les consommateurs, tous les amateurs de poissons frais du Sénégal. On les sert le poisson avec la manière. On prend très au sérieux notre travail. On est importateur, certes. On est distributeur, certes. Mais on est aussi, par la force des choses, poissonnier. Et on sert nos clients avec joie, avec amour, le meilleur poisson actuellement au Canada. Et de là, vous avez revalorisé le travail de poissonnier, je peux le dire ainsi. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Et puis, vous leur permettez également de mieux croire en leur travail. Je pense que ça aussi... Oui, effectivement. Et ce combat-là, il a commencé depuis le Sénégal. Parce que partout dans le monde, les vendeurs de poissons, ils sont très valorisés. Parce que le poisson, c'est une denrée qui est... c'est une denrée, on va dire, noble. Oui, noble. C'est une denrée noble. Et puis, la personne qui doit le vendre doit le faire avec la manière. Donc, on a commencé au Sénégal avec notre première... je vais dire que c'était... notre étude de marché, on l'a fait au Sénégal. On a créé une petite structure, un petit service de livraison. C'était en 2011, je pense, qui s'appelait Allo Poisson. Et là, ça nous a permis de rentrer vraiment dans la peau de marailleurs, de rentrer dans la peau de la personne qui nettoie au marché, de rentrer. On a fait tout ça. On allait à la plage, on prenait le poisson, on allait nettoyer, après emballer. On faisait avec les moyens du bord. Mais on offrait un bon service. Et nous, ça nous a permis de tester de savoir est-ce que ça valait la peine. Donc, si on a pu vendre du poisson au Sénégal à des Sénégalais, on peut vendre du poisson au Canada à des Africains. Donc, c'est là-bas qu'on a eu l'idée de venir au Canada, de venir vous y installer. Ou bien il y a une autre explication derrière? Ouais, non, c'est que là-bas, ça a facilité l'affaire. Parce que ça nous a permis de bien connaître le poisson, de bien connaître la filiale. Parce que, genre, au début, on vendait aux particuliers, après on allait aux hôtels, après on allait aux usines. Et de là, on a commencé à exporter nous-mêmes. Et là, on est revenu au Canada pour être importateur, disons. Donc, on a fait vraiment tous les échelons pour pouvoir bien cerner notre business, pour pouvoir bien comprendre comment bien mener notre business, pour qu'ils puissent bien réussir dans un pays où ce n'était pas vraiment évident. Parce que le Canada a déjà ses poissons. Ils ont beaucoup de poissons qui viennent des États-Unis. Ils ont beaucoup de poissons qui viennent du Mexique, disons. Et c'est des poissons qui ressemblent aussi à des poissons d'Afrique. Mais la différence du poisson, c'est au goût. Cependant, nous, le problème qu'un Africain avait, c'est que, genre, même si tu amènes le poisson ici, comme la distance est loin, le prix va être fort. Par rapport au poisson des États-Unis qui arrive par avion, ils viennent par camion, il est moins cher, juste côté transport. Donc ce qui faisait, c'était difficile pour rentrer dans le marché. Cependant, l'expérience qu'on a eue au Sénégal, tout ça, avec l'exportation à vendre du poisson aux usines, tout ça, ça nous a permis en fait de savoir quelle espèce peut marcher avec quelle ethnie. Donc ça a orienté notre business à savoir comment bien présenter le poisson et qu'ils pourront l'accepter. Mais au début, c'était pas facile parce que tu leur présentes du poisson d'Afrique, ils vont te regarder, ils vont dire est-ce qu'il est bon. Donc vous avez dû faire un travail de recherche sur le plan interculturel.
pour mieux... Exactement. Comment, genre, c'est parce qu'on travaille avec des fournisseurs qui envoient du poisson partout dans le monde. On regarde là où ils envoient, quelles espèces ils envoient. On a fait une étude de marché un peu. Et pour quand on est venu ici, on a commencé chaque année qui vient, on sait quel genre de poisson lui donner. C'est comme ça qu'on a commencé à... Donc peut-être je pourrais dire pour vous que la création d'entreprises, certes c'est une grande aventure pour beaucoup d'entrepreneurs et puis parfois même ils se perdent sur le chemin, ils ne poursuivent pas. Mais donc vous avez quand même un background qui vous a permis de poursuivre jusqu'à maintenant. C'était un plan. Et c'est ça le problème avec les autres entrepreneurs. Il faut avoir un plan et suivre ton plan. Des fois c'est sûr que ça peut ne pas aller comme tu le veux, mais c'est à toi de retravailler ton plan et de le mettre en place. Nous, on voulait exporter au Canada, ça c'est sûr, quand on quittait ici en 2011. Mais on ne pouvait pas juste venir et commencer à amener du poisson. Il faut un travail au préalable. Comme ça, dès que tu vas rentrer dans le marché, s'il y a des problèmes, tu sauras comment les gérer, comment les régler. Comment faire imposer ton poisson ici en Amérique, où on sait qu'en Amérique, c'est la compétition, c'est un pays capitaliste. C'est pas facile, c'est pas juste venir, j'ai du poisson, tout le monde va te lâcher. Il y a la compétition, ils veulent que tu sortes du marché. Maintenant, tout ça, là, le travail au Sénégal nous a permis d'être assez fort et de bien connaître le produit qu'on a pour pouvoir maintenant s'imposer sur le marché américain. Et Oulimata, je pense qu'il y a également aussi une base solide, je pense, sur le plan familial qui vous a permis également de réussir. Ah, bien sûr, c'est les origines, c'est grâce à, on va dire, les modèles qui nous entourent. Et Dieu merci, on a eu vraiment accès à des mentors vraiment de calibre qui ont pu nous guider dans la recherche qu'on faisait pour trouver notre voie entrepreneuriale. On a eu accès à de grands mentors qui nous ont beaucoup aidés. Et jusqu'à présent, on est très, très bien entourés. Et c'est ça qui fait notre force. C'est les personnes qui nous entourent et qui mettent la main à la pâte, qui se sacrifient pour que le projet réussisse. Donc, la fierté aussi qu'on a, elle est envers ces personnes-là, sans qui le modèle ne fonctionnerait pas. Tu comprends? Et aussi, c'est des gens qui nous accueillent tous les jours, chaque semaine, et qui achètent nos produits. Alors, Ousmane, je pense que vous pouvez quand même revenir un peu sur l'appui familial quand même qui vous permet de tenir en tant qu'entrepreneur ici. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est sûr que moi, je viens d'une famille d'exportateurs de poissons. Genre, je suis la nouvelle génération, disons. Maintenant, nos parents, ils ont beaucoup exporté en Europe. Ben, étant donné, moi, nous, on a fait nos études en Amérique, on est venu ici en Amérique assez jeune. Il y a aussi un plan que tu as, c'est de voir comment tu peux aider tes parents. Eux, ils ont déjà une usine familiale qui marche, qu'ils exportent en Europe. Donc nous, le plan, c'était, comme eux, ils sont déjà en Europe, on ne va pas venir continuer à exporter juste en Europe, là. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir le marché américain à l'usine. En fait, c'est ça l'affaire. Donc, c'est là que j'ai approché notre usine familiale. Je me suis positionné en tant qu'acheteur. Et eux, ils se sont positionnés en tant que fournisseurs. Mais ça nous permet aussi, on a ouvert un nouveau marché à l'entreprise familiale. Parce que c'est ça l'affaire. Moi, je me dis que eux, les parents, ils ont amené à un level. Les enfants, ils amènent à un level. Et demain, j'attends que mes enfants amènent ça à... Tu comprends? Ouais, dans le même sens. Exactement. Et puis agrandir encore. Et grandir. Parce que si vous avez une usine qui opère depuis 45 ans, on ne peut pas juste l'arrêter parce qu'on n'a pas de relève. Et si la relève est là aussi, elle doit être une bonne relève. Ouais, c'est pas juste faire ce que les parents ont fait, mais essayer de faire un petit plus, au moins. Franchement, vous êtes inspirant. Okay. Je pense que des jeunes entrepreneurs sénégalais, ou ceux qui sont ici, pourront quand même prendre exemple sur ce que vous faites. Sur le plan technique, comment s'est déroulée la création de la société ici au Canada? Parce que administrativement, est-ce que tout était en place pour vous permettre d'obtenir les papiers légaux? Si je commence,
Bon, ici, c'est en Amérique, hein. C'est un pays capitaliste. Si tu veux faire des affaires là, ils vont pas te bloquer. Parce qu'ils savent que si tu fais des affaires, eux aussi, ils auront leur part. Donc vraiment, on n'a pas eu de blocage. Mais moi, je suis pas vraiment papier administratif. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administratif. I don't think elle avait eu un problème quelconque avec aucun document. Non, on a juste passé les tests, on a fait tout ce qu'ils nous demandent de faire. On a fourni. Oui, c'est sûr. On va pas juste venir comme ça te donner un permis. Il faut passer un test. Mais à part ça, je vois pas, il n'y a pas de blocage. Mais quand vous parlez de test, ça consistait à faire à savoir, est-ce que tu connais vraiment ce que tu fais? Okay. Ils veulent pas de gens qui se lèvent, oh ouais, j'ai du poisson, je fais rentrer, on te donne un permis comme ça. Mais ils veulent savoir que vraiment, parce que du poisson, c'est comestible. Tu vas vendre ça à des personnes qui vont manger. S'ils ont des problèmes, mort peut suivre. Donc ils veulent make sure la personne qui fait rentrer le poisson sait ce qu'il fait. D'accord, donc il fallait vraiment maîtriser la ton filière. sujet, voilà. Maîtriser ton poisson, savoir comment de la mer à l'assiette du client, à 10 000 km, à 10 000 km, comment peux-tu le garder frais, normal, qu'il n'y ait pas de problème et que la personne puisse lâcher, qu'il la consomme sans avoir en retour aucun problème. Nous savons que Senkan Food collabore avec des pêcheurs au Sénégal. Elle se fait livrer du poisson ici au Canada. C'est sûr que la distance entre les deux continents, quand même, géographiquement, c'est deux continents éloignés. Il n'y a pas de vol direct Dakar-Montréal. Donc, comment faites-vous pour vraiment respecter la chaîne du froid? C'est ce que je disais tout de suite là, c'est l'expertise de nos fournisseurs. Ils sont dedans depuis 45 ans. Quand ils envoyaient du poisson à l'extérieur, ces temps-là, il n'y a même pas de boîte pour les sirènes. Donc si aujourd'hui on a tout ce qui est nécessaire, en plus de leur expertise, ce sera facile pour eux de nous envoyer du poisson garanti 48 heures, qui restera frais, et comme la manière comme c'était dans la mer. Aujourd'hui, Oulimata, après avoir réussi votre collaboration avec les pêcheurs du Sénégal et même d'autres structures productrices de produits alimentaires made in Sénégal, est-ce que Senkan Food a réussi sa mission? Je pense que oui, on est en voie de réussir notre mission quand même, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais jusqu'à présent, on a réussi à avoir des partenariats, à nouer des partenariats stratégiques avec différents acteurs de l'agroalimentaire au Sénégal, notamment notre fournisseur de poissons. Et puis, on a aussi noué d'autres partenariats avec une grande usine productrice de produits céréaliers de la marque Label Afrique. Donc, ça fait 2 ans maintenant, on les représente ici au Canada avec des produits de qualité. Comme nous, on veut travailler avec les experts dans leur domaine, parce que ça nous facilite. En étant ici au Canada, on est sûr que le produit qu'on reçoit, c'est un produit aux normes, c'est un produit de qualité, et le goût qui est très important pour nous, parce que ça doit finir dans le ventre, le goût, la propreté, c'est A1. Genre, on ne joue pas avec ça. Donc, grâce à Dieu, on a ces personnes-là. Et dans chaque filière, on travaille avec une compagnie. Pour le moment, on a 3-4 partenaires avec qui on travaille très bien. Il y a d'autres filières qu'au fur et à mesure qu'on trouve les bonnes personnes, on va les ouvrir. On a une filière aussi, je dis qu'on travaille avec des experts, mais on n'a pas de problème aussi à accompagner, à diriger des femmes à produire, par exemple, du vinaigre à base de mangue, parce qu'on a une demande ici. Donc, on a identifié des groupements de femmes qui ont des expertises dans ces domaines-là. Et en collaboration avec une grande entreprise de microfinance là-bas qui est spécialisée dans le financement des femmes, on travaille cette agence finance le groupement qui produit, et nous, on achète toute la production et on fait l'emballage. Ok, vous faites l'emballage, oui, au Sénégal, voilà. Et puis vous le ramenez
au Canada, Par avion. en tant que vraiment fournisseur, c'est ça. distributeur ou... On est importateur. On est importateur. Mais on est des importateurs et on a un pied au Sénégal. En général, tu es importateur, tu restes dans ton pays d'importation. Tu n'as aucune influence sur ce qui se passe dans ton pays ou du pays où on exporte tes produits. Vendre à l'international, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et c'est encore plus compliqué si tu es une petite structure au Sénégal qui ne sait pas vraiment le doing business, le way of doing business ici. Donc nous, on se positionne comme porte d'entrée pour faciliter des compagnies, des entreprises gouvernementales comme la CEPEX à pénétrer des marchés internationaux, comme l'Amérique du Nord, comme le Canada. Parce que nous, notre background, on a fait nos études ici, on connaît comment faire les affaires avec les Nord-Américains et c'est une façon très particulière parce que déjà tu amènes ton produit, ils vont te voir avec tous les préjugés qui entourent le fait que tu sois africain, le fait que tu sois femme, donc surtout actuellement où c'est très difficile de s'affirmer quand tu es noir. Donc ces personnes ont besoin de personnes comme nous pour leur ouvrir les portes. En quelque sorte, vous leur tendez la main. Effectivement. Pour permettre aux entreprises locales de pouvoir percer leur marché canadien. Effectivement, c'est ça qu'on fait. On a nos partenaires, nos collaborateurs au Sénégal et je pense qu'ils sont très satisfaits de notre collaboration. Et on appelle aussi les gens, les producteurs. On leur demande d'abord de s'assurer d'avoir des produits qui sont vraiment de qualité. C'est important qu'ils reflètent. Parce que un produit comme le Arao de notre collaborateur Biocène est quelque chose que nous, on peut vendre facilement, on peut poser facilement sur les tablettes des grands supermarchés ici. Parce que quand vous regardez l'emballage, il y a déjà à l'arrière, il y a les valeurs nutritives, il y a la façon de le préparer, il y a l'histoire derrière. Donc le consommateur occidental ici, parce qu'on ne vise pas seulement les Africains, les Sénégalais, nous on voudrait que tous nos produits soient ici et que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on a besoin d'avoir ces informations derrière, en plus d'avoir un code barre. C'est cher, c'est vrai, c'est des investissements lourds, donc le gouvernement peut-être gagnerait plus à diriger les producteurs à faire des emballages qui sont vraiment aux normes internationales. Voilà. Après, travailler avec des gens comme nous pour percer les marchés. C'est win-win. Ça va être un investissement. Est-ce que c'est assez lourd? Y a-t-il... C'est lourd pour une petite structure qui essaye de bien faire. C'est très, très lourd. Mais pas pour l'État. Mais c'est pas lourd pour l'État. Et à la fin, c'est juste les entrepreneurs africains et sénégalais qui gagnent. En fait. Parce que c'est bien, à CEPEX, ouais, ce qu'ils font, c'est bien. Ils ont commencé à apprendre aux gens comment bien faire leurs affaires pour pouvoir vendre un peu partout dans le monde. Mais c'est sûr que si on les accompagne un peu plus, qu'on pousse un peu plus, ben bientôt leur marché leur sera ouvert, quoi. Je pense. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Actuellement, c'est important que tout le monde en prenne conscience. Avec le mouvement Black Lives Matter, vous voyez qu'il s'est créé ici une force, l'homme noir, on va dire, a pris conscience de son pouvoir économique. Nous, on en fait 80% de notre clientèle, elle est noire. Pas seulement de l'Afrique, il y a l'Haïti, il y a beaucoup d'Amérique du Sud. Elle est internationale même, je vais dire. Mais ils mettent un point d'honneur à acheter des produits de la communauté. Voilà. Donc, et c'est à nous de leur faciliter, de leur proposer des produits de qualité pour qu'ils puissent le faire acheter sans pour autant se dire « Ah, on se force pour soutenir. » Donc actuellement, c'est le moment. Là, c'est notre temps, c'est notre moment de nous installer dans un marché. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, même pas quelques années, je dis c'est trop long, d'ici quelques mois, que tu puisses faire ton Thieboudiène. Je reviens au Thieboudiène de Sugnan, donc, et puis voilà. C'est notre plan national, c'est une fierté, on se bat pour ça, c'est notre fierté. Donc bientôt tu pourras être ici à Montréal, tu vas faire ton tchèp avec le tchèp du Walo, tu vas faire le poisson, ce sera du chof de Kayar,
La tomate que tu vas utiliser, elle va peut-être venir de Dagana. Les fruits et légumes, tout ça, c'est des produits qui ont leur place ici, mais ça demande une cohésion pour pouvoir les importer. D'où notre modèle d'affaires qui réussit pour le poisson. Ça peut réussir aussi pour les fruits et légumes. Mais ça demande une chaîne qui est vraiment où les chaînons sont bien ancrés. Et ça demande le coup de pouce du gouvernement. C'est sûr. Oui, le coup de pouce, c'est un plus. C'est sûr. C'est un plus. Non, c'est sûr, il le faut. Parce que dans tous les pays exportateurs de produits alimentaires, le gouvernement est derrière. Parce que le gouvernement, au fait, sa subvention, ce ne sera pas de l'argent. Ce sera au niveau des taxes et des choses comme ça. Qui vont te permettre, c'est là que tu vas save de l'argent. Et l'argent que tu vas save, ça va te permettre de vendre un peu moins cher. J'étais en train de parler avec un de mes amis, par exemple. Il fait de la papaye au Sénégal. On regardait comment on pourrait faire rentrer cette papaye ici à Montréal. On a le marché, tout est déjà là. Cependant, qu'est-ce qui a bloqué? La papaye, elle prend déjà l'avion, elle arrive ici. Mais dès qu'elle arrive ici, elle trouve la papaye du Mexique. Déjà, nous, avec l'avion, disons, ça coûte $4 le kilo. Avec l'avion, juste le transport de la papaye. Toi, tu arrives, tu vois que le Mexicain, il a mis sa papaye ici à $4 le kilo. C'est déjà off. Et c'est sûr que tu peux me dire, tu peux augmenter ton prix. Mais comme c'est un nouveau produit qui se gâte vite, tu ne vas pas prendre le risque. Maintenant, quand je dis subvention du gouvernement, là où ça passe, si le gouvernement peut les subventionner sur le papaye, ils vont vendre ici à perte. Mais la perte sera récupérée plus tard par rapport à la quantité que tu as exportée. On pourrait faire des choses comme ça, par exemple. Déjà en se faisant connaître, que les gens puissent consommer la papaye du Sénégal plus tard. Maintenant, plus tard, quand ils verront que vraiment elle est bonne, là on pourra mettre le prix adéquat qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est la mangue. Ben, nous on travaille fort parce que nous, notre truc c'est d'amener tout ce qu'on peut amener du Sénégal qui est bon, on l'amène ici. Mais c'est ça, moi ce que je suis en train de dire, c'est ça les blocages. Et si l'État veut vraiment aider les entrepreneurs sénégalais, et bon, nous aider, nous aussi, à bien pouvoir commercialiser le produit, ben, ils devraient faire des choses comme ça. Et je pense que, de toute façon, pour le moment, vous avez réussi quand même à convaincre certaines nationalités ici, parce que déjà, vous êtes fournisseurs, vous leur permettez, à travers leur épicerie, de vendre les poissons du Sénégal. Exactement. On voulait l'aura qu'on a vers nous, parce qu'on vend du poisson frais du Sénégal, on veut partager cette aura avec le maximum de personnes. Parce que c'est pas juste Ousmane et moi que le travail qu'on veut faire, c'est pas juste avec lui et moi que ça va se faire. On a besoin, je te parlais des chaînons, on a besoin de collaborateurs vraiment qui puissent propulser aussi le Made in Africa en général et le mettre qu'on puisse avoir notre place. Surtout moi, c'est le côté alimentaire le plus important parce qu'il faut qu'on se nourrisse. On est là, on est au Canada, mais regarde, quand tu as ton bon plat là d'Afrique devant toi, tu oublies. Ça te permet de te régénérer, n'est-ce pas? Et puis, actuellement, ce qui se passe, la gastronomie, on parle d'italienne, on parle de française, mais on ne parle pas d'africain. Et on sait qu'on mange le mieux au monde, c'est l'Afrique. Donc, nous, le Québécois gagnerait à manger nos produits, le français, l'américain du Sud. C'est pas juste tout ce qui est bon, ça doit venir d'autres. Non, nous, on a conscience qu'on a vraiment de bons produits et nous, on se bat. On se sacrifie vraiment pour que nos enfants demain puissent marcher dans les étals ici, aller au supermarché et voir nos arao, nos théâcris, nos produits. Ce serait une fierté. En tout cas, ce serait vraiment un grand plaisir pour vraiment tout le monde, pour tous les ressortissants sénégalais. Moi, ça me permet, excuse-moi, de rebondir sur ça. Tu parles des ressortissants sénégalais. Ils ont leur part à jouer aussi. Les ressortissants africains ont leur part à jouer. Parce que notre dollar, c'est dommage qu'il ne dure pas dans notre communauté. Toi, tu te fais payer ton salaire et hop, c'est dans les poches des autres communautés que ça nous parle. Alors qu'actuellement, on travaille fort, nous et d'autres entrepreneurs. Vraiment, on a une belle fourchette d'entrepreneurs ici au Canada qui offrent de bons produits. Et on fait beaucoup d'efforts pour que le produit soit de bonne qualité, soit vraiment facile d'utilisation. Donc moi j'appelle mes compatriotes sénégalais, mes compatriotes
d'Afrique et tout, on puisse supporter plus, vraiment plus nos produits mais du Sénégal. Parce que le poisson qu'on te voit, nous par exemple, il va te coûter, disons, 20 $ le kilo, mais c'est presque 18 $ minimum que tu vas avoir à retourner. Il n'y a pas de grosse marge. Donc, c'est pas parce que tu achètes un poisson que c'est 100 $ qu'on va te mettre dans notre poche, nous, pour aller mettre dans notre compte bancaire. Ça ne se passe pas comme ça. 80% de ce montant-là, il est réenvoyé au Sénégal. Après, on tourne. C'est vraiment un combat économique. Ah oui, c'est économique. Et c'est juste comme ça qu'on peut se faire respecter. On se nourrit nous-mêmes. Ça me permet vraiment d'aborder un peu, parce que c'est une belle transition, pour parler un peu quand même des moments difficiles en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu des moments où Ousmane ou Limata se disaient que vraiment on va arrêter, on ne peut plus continuer, ça va pas? Jamais. À aucun moment. C'est sûr que c'était très 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 difficile, mais on savait que ça allait être difficile en fait. Quand on rentrait dedans, on savait qu'il faut s'attendre à tout là. Il faut s'attendre à tout. Mais le truc, c'est de tout aussi donner. Moi, je ne savais pas qu'il fallait s'attendre à tout. En fait, ouais, je me rappelle quand on parlait de poisson frais, qu'on allait commencer, elle m'a dit, on va commencer une poissonnerie. La première question, tu sais c'est quoi, gérer une poissonnerie de frais? Elle me dit, ouais. C'est là que je suis qu'elle ne sait pas encore. Mais elle le saura. Ben, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est sûr qu'il y a eu des moments très difficiles. Mais quand tu as une idée, quand tu as un plan, un business plan, genre, c'est pas parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, dès que c'est difficile au début, là, ils partent. Mais ils ne savent pas que c'est la difficulté, là, qui te montre le chemin à prendre pour que le business puisse marcher. Parce que toi, tu penses que dans ta tête, tu te dis, ouais, le business, je le pense comme ça, mais en réalité, il y a d'autres choses qui vont changer. Mais en surmontant ces difficultés one by one, à la fin, tu as un plan bien clair. C'est comme ça que tu dois passer si tu veux réussir. Maintenant, tu sauras, est-ce que tu as ce que ça prend pour pouvoir faire ce plan, l'exécuter et réussir, ou bien tu vas à plus facile, laissez. Et puis, vous avez élargi également vos points de vente. Parce que Senkan Food, c'est sûr que la maison mère se trouve ici à Montréal, mais vous avez quand même d'autres points de vente. Vous essayez de vous élargir pour mieux servir la communauté. Oui, effectivement, c'est ça que je disais. On veut diriger Laura vers nos compatriotes qui, eux aussi, se lancent en affaires. Donc, on a, comme tout récemment, il y a 3 semaines, on a installé une poissonnerie dans un supermarché africain tenu par des Guinéens à Québec. C'est la première poissonnerie à Québec. En tant que telle, poissonnerie en tant que telle, c'est la toute première à Québec. Parce que Québec, nous on a fait nos études là-bas. Donc il y a presque 17 ans, moi j'ai foulé le sol de Québec. Mais non, il n'y a pas de poisson. Avoir une poissonnerie comme ça, là, c'est pas quelque chose, on n'est pas habitué. Il fallait venir jusqu'à Montréal. Donc les gens, ils venaient tout récemment jusqu'à Montréal. Nous, on avait beaucoup de clients. Chaque 1 mois, chaque 2 semaines, ils prennent leurs enfants, ils vont dans la voiture, ils viennent ici, ils amènent leur gros, avec leur gros glaciaire. Ils ravagent, ils mettent et puis ils partent. Voilà. Je vous dis que... C'est pour ça qu'on a eu l'idée, on s'est dit, anyway, le mieux c'est d'ouvrir là où sont nos clients aussi. Au moins, c'est une manière de dire merci aussi. Genre, on aurait pu juste rester là à les attendre. Mais genre, comme on voit il y a de l'intérêt, nous aussi on va faire notre part. On va vous faciliter l'affaire, ce sera fiti-fiti. Vous comprenez? Moi, c'est ça, en fait, l'idée de l'affaire. Si on peut ouvrir partout là, il y aura des Africains, on le fera. Regarde, dans le cadre du possible. Ben, ça, on a été obligé de le faire parce que nous, notre projet à la base, nous, on devait rester au Sénégal et exporter. C'était ça parce que lui, c'est la relève en fait. Son papa va devoir à un moment donné truquer. Donc, mais on a trouvé personne sur le terrain ici pour réceptionner le poisson et faire le travail qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a été obligé de venir, de réceptionner le poisson nous-mêmes. Et après, il y a eu un problème encore de distribution. Pour que le poisson... Donc, on a dû aussi avoir une compagnie de distribution et on fait aussi la distribution.
le détail, les gens là, ils veulent pas le poisson là, c'est difficile. Tu nettoies, ça sent, ça pique, c'est vraiment difficile, vraiment. Et en général, les gens ne sont pas outillés ou n'ont pas l'envie de subir. Exactement. Donc là, on est obligé de montrer le chemin encore, de leur dire c'est possible. C'est possible. Actuellement, le comptoir qui est à Québec, c'est les propriétaires qui s'en occupent. Nous, tout ce qu'on fait, on ship le poisson là-bas et c'est eux qui le nettoient, c'est eux qui le vendent, qui l'emballent et tout. Sauf que nous, on leur a enlevé quelque chose de la tête, c'est qu'il n'y a pas de perte. Parce que nous, tout ce qui n'est pas vendu, on va le récupérer, on va l'écouler. Enfin, on le récupère très tôt pour pouvoir l'écouler dans nos réseaux de distribution. Donc, eux, ils peuvent travailler avec l'esprit tranquille. Il n'y a pas de poisson que tu jettes, il n'y a pas de perte. Donc d'une certaine manière, vous essayez de former la relève et puis pouvoir transmettre quand même cet amour que vous avez. Exactement. C'est pas une relève, c'est des partenaires, des collaborateurs. C'est obligé qu'il y ait une chaîne comme ça. On ne peut pas tout faire comme je dis. Donc on est obligé de leur montrer que c'est faisable et puis voilà, c'est pas si difficile. Et leur faciliter l'affaire en fait. Voilà. Oui. Leur donner goût. Parce que quand tu commences à vendre du poisson, moi avant je ne mangeais même pas de poisson. Ah oui? Je n'aimais pas. Mais en côtoyant Ousmane, en étant avec le poisson là, maintenant c'est quelque chose qui nous fait, on aime ça, on est passionné. Ben oui, voilà, vivre à côté des côtes, sentir la brise, attendre les pêcheurs qui viennent. C'est très beau comme image là. Ça nous manque vraiment. Oui, aller à Soumbédioune, je pense que c'est un grand plaisir que beaucoup de Sénégalais. Mais là, nos clients, ils ont ce plaisir-là en venant dans notre poissonnerie. En visitant nos comptoirs, c'est pareil parce que tu rentres, c'est l'odeur du poisson frais. Tu rentres, c'est des Sénégalais qui te servent. On a une équipe qui est là, qui sert, le Wolof partout. C'est vraiment, c'est une famille pour eux. D'ailleurs, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour remercier Ramagnas, une compatriote sénégalaise qui m'a permis vraiment de te connaître également, Ousmane. C'est elle-même qui m'a fait goûter vraiment la première fois le tchof. Parce que quand j'étais ici, c'était difficile d'en trouver. C'est elle qui m'a amené jusqu'à chez elle pour vraiment m'en donner. Et jusqu'à présent, moi, je la remercie pour cela. Ben regarde, ça, tu le dis, moi, j'ai les cheveux qui se dressent sur ma tête parce que ça prouve que c'est une communauté, c'est une famille. Et puis, les gens en parlent. Les gens... Avec fierté d'ailleurs, avec fierté de dire que c'est du poisson du Sénégal. Ah, tout à l'heure, j'ai une cliente, c'est la première fois qu'elle vient, mais elle m'a dit que c'est une de ses tantes qui est en France qui lui a dit de venir chez nous pour acheter du poisson du Sénégal. Wow. Donc ça veut dire que... Voilà, on est capable en tant que communauté, en tant que pays compatriotes, à travailler ensemble, à s'unir pour un projet commun pour le bénéfice de tous. Du Sénégal, ultimement, de l'Afrique. Voilà. En tout cas, Ousmane Oulimata, vous savez quand même, l'esprit de l'émission Parole à la diaspora repose sur le partage de connaissances, d'expertise. Donc aujourd'hui, si vous aviez à conseiller un jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui laisse commencer, moi je donnerai un jeune qui veut se lancer. De ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Genre, moi, ce que je dis tout le temps à mes jeunes frères qui veulent entreprendre, aime ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas jamais continuer. Aime ce que tu fais et ne te lâche pas. Aie un bon plat. Tout le temps, c'est ça. Aie un bon plat. Tu sauras est-ce que tu es en train de suivre ton plat. Après ça, comme ce que l'on croit, travaille comme si tu ne vas jamais mourir et puis comme si tu vas mourir demain. C'est ça le secret. Il n'y a rien d'autre. Parce que tout ce travail que tu fournis, ça va payer. Tu ne peux pas ne pas être là à travailler du matin au soir pour qu'après tu ne vois pas de résultat. Ou bien donc tu ne travailles pas. Tu faisais semblant. Et il faut éviter aussi ça, de faire semblant de travailler. Deep inside, tu sais que tu ne travailles pas et tu fais du semblant. Tu vas nulle part. Mais seul le travail paye. Travaille fort, tu verras. You find your way, comme on dit. Moi, je vais dire que, parce que moi, lui, c'est mon mentor. Lui, c'est mon number one mentor. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, lui, ce qu'il m'a appris, je vais le dire aujourd'hui, c'est d'abord d'accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. C'est important parce que ça fait partie du processus.
Ça fait partie du test entrepreneurial. Accepter de perdre avec grâce, on va dire, tomber et se relever tout le temps. Parce que tu vas tomber à plusieurs reprises. Mais relève-toi. De deux, c'est très important de connaître ses coûts. Ça, on donne parce que c'est le b.a.-ba du business, mais on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas faire le bon prix, le juste prix. Ils font un prix comme ça, des fois, parce qu'il y a un juste prix. Il faut le connaître pour que ton produit puisse partir. Rentrer dans le marché. Voilà. Et ça, c'est des tests. Tu vas faire plusieurs tests. Et puis, les coûts, c'est comme, qu'est-ce que tu as pris pour pouvoir proposer le produit? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Si tu ne connais pas tes prix, soit tu vends à perte, ou bien tu vends c'est excessivement cher. Nous, on a cette réputation-là, malheureusement, qu'on vend du poisson cher. Mais ce n'est pas le cas. Le poisson que l'on vend qui n'est pas disponible sur le marché, tu ne peux pas le comparer avec du poisson qui vient des États-Unis. Tu ne peux pas le comparer avec du poisson qui est élevé. Tu ne peux pas le comparer avec le poisson du chinois. Nous, c'est du poisson du Sénégal, qui est pêché artisanalement. Nous, on va pas... C'est ce que la mer nous donne, c'est ce qu'on revend. Maintenant, il y a l'avion. Il faut payer l'avion, n'est-ce pas? Avec le corona, ça a été très, très, très difficile. On a dû arrêter nos activités pendant 2 à 3 mois à cause de ça. On a repris, les prix des avions, c'était excessivement cher. Presque 3 ou 4 fois le prix. Mais il fallait qu'on continue. Tu ne peux pas arrêter. On a continué, nos prix ont flambé. Les clients sont restés quand même. Ils sont restés. Mais parce qu'on connaît, ils savent que nous, on leur donne le juste prix. Quand ça augmente, c'est parce que c'est les coûts qui ont augmenté. Actuellement, nos prix sont en train de redescendre parce que nos coûts sont en train de redescendre. Donc, ça suit, c'est obligé. Donc, il ne faut pas essayer de tricher ou bien d'être trop gourmand ou bien pas assez quand même parce qu'il faut quand même truquer. Il faut avoir le juste milieu. Et de deux, il faut savoir bien, de trois, il faut savoir bien s'entourer. C'est très, 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 très important. S'entourer des bonnes personnes. Toi, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir le flair en fait, de savoir que là, tu as une opportunité. Cette personne-là a quelque chose qui peut te permettre d'avancer. Donc, chéris cette personne-là. Essaye de te coller à cette personne-là, faites quelque chose ensemble et avancez. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On préfère s'entourer de personnes médiocres pour paraître le meilleur. Et ça, tu ne vas pas avancer. Voilà. Donc, entoure-toi des personnes mentors, de personnes qui peuvent compléter ton offre, de personnes qui te donnent de bons conseils, qui t'encouragent. C'est important. En tout cas, merci. C'était vraiment un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Nous avons beaucoup appris et je pense que les téléspectateurs également vont beaucoup apprendre. Avant de clore l'émission, j'ai le plaisir de vous présenter El Hadj Mbaye. Il est d'origine sénégalaise, issu d'une famille de griots, les historiens traditionnels d'Afrique. Il est fonctionnaire dans le gouvernement fédéral canadien et percussionniste dans ses moments de loisirs. Un grand artiste qui organise des soirées africaines ici à Montréal. Découvrons-le et puis revenons sur le plateau. jot nay waaw mani hasan waxtu julli jot nay lu takk taas
lu ëpp turu wax di jot naay. Alors, mes chers, vous devez quand même apprécier ce que vous venez de voir à travers cette vidéo. Oui, vraiment, c'était très enjoué là. Mais c'est une fierté aussi de voir un de nos compatriotes faire danser comme ça les Québécois. Et puis, c'était une très très bonne ambiance. Et le fait qu'il soit fonctionnaire pour le gouvernement du Canada, malgré tout, il continue à représenter ses origines fièrement, porte fièrement les couleurs du Sénégal. C'est exactement ça qu'on prône en fait. C'est un ambassadeur de la culture sénégalaise, basically. Et ça, nous, c'est ça qu'on recherche. On essaie d'en avoir beaucoup, plusieurs. À la fin, si on a plusieurs comme ça, à la fin, on sera connu en Amérique. Ils vont savoir que le Sénégal, c'est pas juste un pays là en Afrique. On te demande est-ce que tout c'est un village, parce qu'en Amérique, ils ne connaissent pas. Mais là, ils vont découvrir qu'à part l'Amérique, il y a d'autres choses qui existent. Et que ces autres personnes aussi, ils vivent bien, ils ont de bonnes choses, ils ont de belles vraiment choses à présenter. À présenter, exactement. Il n'y a pas juste ce qui vient de l'Amérique et good. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici au terme de votre émission Parole à la diaspora. Je remercie mon collaborateur Abdoukhadr Fall, le réalisateur de l'émission, mon époux, Monsieur Si, ma famille et surtout Oulima Tenyan et Ousmane Fall. Nous tenons à préciser que durant tout le tournage, nous avons respecté les règles de distanciation physique. Rendez-vous est pris dans un mois pour un autre numéro de Parole à la diaspora.